Hello! Alors, cette semaine sur le podcast, je reçois Delphine Rémy-Boutan, qui est une entrepreneure qui a passé beaucoup de temps à Londres et dans une grosse entreprise et qui aujourd'hui a mis toute son énergie dans la cause des femmes et comment défendre la cause des femmes, faire entendre leur voix à travers le monde. Et je la reçois cette semaine, elle est dans une conversation très riche, très personnelle aussi, ce qui n'est pas dans les habitudes de Delphine, mais je lui ai tiré les vers du nez et c'était très intéressant. J'étais ravie de recevoir Delphine, mais je ne vous en dis pas plus. Elle laisse place à ma conversation avec Delphine Rémy-Boutan. Bonjour Delphine. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir ici. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée. Avec joie. Tu es militante dans la cause des femmes, on va dire. Tu veux élever la voix des femmes pour visibiliser les invisibles, on va dire. Est-ce que tu as un moment dans ta vie, une anecdote ou un souvenir que tu as qui a créé ce déclic-là de ton engagement? Je crois que c'est depuis toujours en fait. Je crois qu'on est c'est quelque chose qui démarre quand on est petite et puis quand on grandit, on vit avec en fait. J'ai ma grand-mère qui était très féministe, ma mère aussi. Donc je crois que je suis issue d'une famille très matriarcale finalement. Ouais. Et en fait, il s'est transformé, c'est vrai, quand je suis partie vivre en Angleterre en 1997. D'accord. Voilà. Et je suis pas revenue après 14 ans, en fait. Je devais rester un mois pour un job d'été et j'y suis restée pendant plus de 15 ans. Donc, ouais. Et j'ai appris à Londres, en Angleterre, cette façon de travailler de façon très égalitaire, de façon de peu importe d'où on vient, c'est là où on va aller. Et c'est pas juste le genre, c'est tout en fait. C'est tout le monde et il y a cette espèce de c'est très apaisé en fait comme façon d'être ensemble. Ouais. Et en France, je trouve qu'on est tous très dans cette agressivité un peu permanente et ça m'a beaucoup appris et j'ai eu envie quand je suis rentrée en France de faire quelque chose sur ce sujet-là, ouais, particulièrement. Mais je pense que c'est ça, c'est okay, ma famille et puis mon expatriation à Londres. On va en parler de ces deux sujets notamment et dans ce que tu fais avec les Margaret, avec la journée de la femme digitale, c'est de mettre en avant des femmes, des rôles modèles, on va dire. Et j'aimerais te demander, pour toi, c'est quoi un rôle modèle? Un rôle modèle, c'est quelqu'un qui nous donne envie d'aller plus loin et qui nous donne envie de faire les choses. Et souvent, les femmes, on s'interdit un peu on se dit, c'est pas nous, parce qu'on n'a pas beaucoup en fait d'exemples. Ouais. Et moi, je me souviens quand j'ai créé cette idée de la journée de la femme digitale, c'était aussi à l'époque, c'était les deux rôles modèles de la tech, c'était les femmes, c'était Marissa Mayer et Sheryl Sandberg. Ouais. Et je crois pas qu'on ait envie toutes de ressembler à Marissa Mayer et Sheryl Sandberg. Et je trouvais que c'était des rôles modèles plutôt intimidants et donc contre-productifs. Et j'avais envie de montrer que on pouvait réussir plein de façons différentes et plein d'exemples en fait. C'est ça un rôle modèle, c'est un exemple, c'est ouais, quelqu'un qui va donner envie à l'autre de faire aussi bien ou mieux ou en tout cas de lui donner une direction et de se dire que c'est possible. D'ouvrir une voie en fait, d'ouvrir une voie qui n'a pas été explorée. Et toi, t'en as eu des rôles modèles? Moi, j'en ai eu plein des rôles modèles. J'ai eu d'abord ma grand-mère qui a été un vrai rôle modèle pour moi. Elle s'habillait en pantalon dans les années 50, elle a divorcé et elle était libre. Ouais. Et pour moi, c'est ça, c'est cette liberté en fait qu'on doit toutes se permettre d'avoir et qu'on doit toutes éclore, même si on a des difficultés à le faire parce qu'on est dans un environnement qui est pas facile pour les femmes, quoi qu'on en dise. Même si ça va mieux, c'est toujours difficile parce que on doit tout être parfaite. Et on ne l'est pas. Ouais. On est humaine et on a plein de choses positives et puis plein de choses où on est moins forte et il faut qu'on qu'on travaille ensemble pour y arriver, pour réussir. Et cette communauté en fait aussi de toutes ces femmes qui réussissent. Ouais. Et du coup, par rapport à ce sujet justement de rôle modèle, parfois on peut se dire que ça peut être quelque chose de pressurisant, de se dire qu'on est regardé, qu'on inspire des gens. Est-ce que ça, toi, tu le ressens ou tu l'as ressenti chez d'autres personnes ou pas?
Non, parce que en fait, moi je pense que c'est à chaque fois si on le prend comme un devoir ou comme une mission, les choses vont beaucoup mieux en fait. Ok. C'est comme si on se dit qu'on a le pouvoir, les femmes elles sont intimidées par le pouvoir, mais en fait c'est le pouvoir d'agir, le pouvoir de changer les choses. C'est celui-là qui est intéressant. D'ailleurs, c'est celui-là que nous les femmes on a toujours eu et qu'on aura toujours. Ouais. Simplement, on n'est jamais mis suffisamment dans la lumière pour ça et qu'on a besoin de ça. Donc je pense qu'il faut pas peut-être le mot exemple est peut-être plus juste que rôle modèle, parce que rôle modèle, ça crée encore ce sentiment de perfection. Soyons des exemples. C'était Einstein qui disait la seule façon d'être un leader, c'est d'être un exemple. Donc peut-être c'est ça en fait. Il faut être un exemple. Et du coup, si on est exemplaire, déjà ça nous donne un peu une ligne de conduite à nous-mêmes. Et ça permet aux autres aussi de faire. De s'inspirer, en fait. C'est pas forcément de copier, mais juste de s'inspirer. Complètement. Les hommes le font très bien, hein. Bien sûr. Donc, je vois pas pourquoi nous, on n'y arriverait pas. Je suis d'accord. Et pourquoi on se pose autant de questions là-dessus, d'ailleurs? Ça, je pense que c'est beaucoup d'éducation. Oui. C'est quelque chose qui se travaille, je pense, dès le berceau, on va dire, mais autant pour les mères qui éduquent, les hommes qui éduquent, que les femmes qui grandissent et qui, par la sociabilisation. Et après, je voudrais juste dire que c'est pas parce qu'on n'a pas d'exemple qu'on peut pas y arriver. On n'est pas obligé d'avoir un exemple pour y arriver. On peut être son propre exemple. En fait, il n'y a pas de règle. C'est juste, voilà, se donner une ligne de conduite. Ouais, complètement. Pour soi et pour les autres. J'aimerais un peu en revenir, du coup, à toi et qu'est-ce qui a forgé cette conviction-là. Ton papa est militaire et ton grand-père, pardon, est aussi militaire. Ta maman artiste. Je me disais que c'est deux mondes quand même assez opposés. Le côté rigueur, je pense, du métier de militaire et le côté esprit libre de l'artistique. Comment t'as pu, toi, trouver ta place dans ça? C'est très contradictoire. C'est un peu ça ce qui m'anime. Je pense que les gens qui travaillent autour de moi le sentiront. Un côté très rigoureux et un côté un peu foufou, et ce qui est plus bien. artiste. Plus artistique, Et c'est quelque chose qui pour moi qui m'a sans doute construit, mais qui en même temps est quelque chose sur lequel je lutte. Je vais soit d'un côté, soit de l'autre. Je pense que les deux réunis font quelque chose en tout cas qui m'a permis de faire ce que j'ai fait jusqu'à présent. La rigueur, bien sûr, et puis ce sentiment d'être libre aussi. Ouais. Et du coup, quand tu étais plus jeune, comment tu vivais ça? Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance? Comment tu étais petite, tout simplement? C'est marrant parce que ce week-end, j'étais avec ma petite nièce que j'adore. Et je me disais, j'arrive pas à me souvenir de comment j'étais quand j'étais petite. D'accord, ok. Et j'aimerais bien me reconnecter quelquefois avec cette petite fille. Et je pense que c'est important, on doit tous se reconnecter quand on voit ces petites filles, se dire, et comment j'étais moi? Moi, je pense que j'étais assez timide pour démarrer. Je parlais pas beaucoup. Et puis après, je sais pas, j'étais sans doute quelqu'un qui... j'étais très mauvaise à l'école, j'ai été renvoyée de toutes les écoles, j'ai fini à la Légion d'honneur où il a fallu que je fasse des révérences et que je sois habillée. Enfin, ça a été mon parcours scolaire a été très difficile. Ok. Très difficile parce que j'y arrivais pas. Tu trouvais pas ta place? Non, j'étais très mauvaise. Ok. J'aimais pas l'école. Ça arrive. Voilà. Mais donc après, je pense que l'école non plus n'est pas adaptée à toutes les formes d'intelligence. Oui, je pense que effectivement, ouais. C'est que souvent on nous classe t'es bon donc t'es intelligent, t'es pas bon, t'es pas intelligent, donc pas du tout. C'est juste qu'il y a 8 sortes d'intelligence et mais c'est pour ça que je pense que l'éducation est tellement importante et à quel point on doit jamais dire à un enfant qu'il est mauvais. Moi, je sais que c'est des phrases que j'ai beaucoup entendues et qui m'ont et c'est certainement quelque chose qui aujourd'hui me fait dire me montrer que non, c'est pas vrai, je suis pas la cancre. Et comment t'as fait parce que, quand on est jeune et qu'on reçoit ces types de remarques, parfois, ça peut nous sombrer et ça peut nous faire réagir et on se bat. Qu'est-ce qui t'a fait t'en sortir ou en tout cas je me suis justement de prouver le contraire. Ouais, mais il faut quand même du courage. C'est beaucoup de. Oui, alors ça fait partie de mes gènes, donc ça je sais pas. Ça c'est quelque chose qui fait partie de moi, donc. Mais oui, de toujours de ne jamais croire à ceux qui vous disent que vous allez pas y arriver. Ça c'est essentiel. Parce que souvent faut pas croire tout ce qu'on dit. Et les gens qui vous disent ça aussi, ils ont
quelquefois pas envie que vous réussissiez parce qu'ils sentent que vous êtes meilleur qu'eux. Oui, et puis projet de leur peur, et puis il y a plein de choses. Arriver à faire en fait, arriver à être, c'est pas facile, hein. Ah oui, non, complètement. C'est pour ça que je te pose la question. C'est lutter contre, ce qu'on peut vous dire de l'extérieur et d'avoir sa petite voix intérieure qui vous dit, non, ça, je sais que c'est pas vrai. Pas se laisser faire. Mais c'est dur, hein, puis pour les femmes, on vit plein de choses très difficiles aussi quand on est petite. Bien sûr. Qui peuvent être très difficiles. Ouais, complètement. T'as, du coup, le parcours scolaire pas exemplaire, on va dire. À quel moment tu commences ta carrière en France? À quel moment tu décides de partir à Londres et pourquoi? Je pars à Londres en 97 parce que j'avais plus de job à l'époque et je ne trouvais pas de job à Paris. D'accord. Parce que je ne sortais pas des grandes écoles. Ok. Donc ma seule façon, c'était je me souviens, j'avais pris une pièce et j'avais dit, j'avais un job soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Et j'arrivais pas à choisir, donc j'ai fait pile ou face. Et c'était pile ou face, c'était Londres qui avait gagné. Donc je pars à Londres et ma mère me dit, je ne te donne pas d'argent, tu te débrouilles. Donc je suis partie avec ma super copine Julie m'a donné 100 € et c'est les 100 € qui m'ont fait vivre. Donc c'est bien parce que du coup à l'époque, j'avais perdu mes quelques kilos que j'avais en trop parce que je faisais tout en marchant parce que j'avais même pas d'argent pour prendre le métro. Donc et en fait parce que la difficulté c'était quand on sort pas des grandes écoles et quand on n'a pas c'était un moment de ma vie où personne ne voulait de moi, quoi. Donc je suis partie à Londres, j'ai fait plein de petits jobs dans des restaurants, etc. Je parlais pas anglais, je comprenais rien. Je faisais des jobs aussi de secrétaire. Alors je remplaçais des secrétaires. Ouais. Et en général, je tenais 24 heures parce qu'après ils me renvoyaient au bout de 24 heures parce qu'ils disaient you don't speak English. Oh non, I do speak English. En fait, je comprenais rien. Mais bon, à chaque fois j'avais un petit carnet et chaque jour j'apprenais des mots et je le mettais sur mon carnet et je me disais à la fin du carnet j'aurais appris des mots et chaque expérience en fait je me disais tant pis, je tiens ce que je tiens de job et puis donc voilà. Donc et je me souviens j'avais rencontré une jeune femme, peut-être c'est ça qui m'a beaucoup marqué ensuite après de faire des choses avec l'Afrique et tout, et c'était une femme africaine et je restais 3 semaines chez un ami, il m'avait dit 3 weeks no more, donc je pouvais pas rester un jour de plus et j'avais rencontré cette femme et qui m'avait dit mais viens à la maison, etc. Et c'était une famille africaine qui vivait dans un petit appartement et qui m'avait donné leur lit. Trop mignon. Et je me suis dit, en fait, eux, ils ont rien. Ils m'ont donné, j'étais celle ils m'ont hébergé 24 heures. Ouais. Et c'était ma famille africaine. Ouais. à Londres. Et j'ai vraiment un souvenir de ça assez fort, de cette entraide, en fait, qui a peut-être ensuite forgé d'autres choses que j'ai fait dans ma vie, mais complètement. Donc voilà, j'ai fait plein de petits jobs et puis après je suis rentrée chez IBM par la petite porte et j'ai monté les échelons et qu'est-ce qui pour toi est différent entre Londres et Paris, du coup, enfin, une fois que tu as travaillé à Londres, non pas dans les petits boulots, mais en entreprise, quelles étaient les différences que tu as ressenties et comment tu as trouvé ta place, celle que tu n'avais pas à Paris, en fait? D'abord, je me sentais plus libre, parce que j'avais pas cette espèce de jugement permanent. Okay. On a quand même un jugement en France d'où on vient, de ce qu'on fait, des réussites, de quelle école on vient, etc. Donc là, j'étais libre puisque j'étais, en plus, j'avais un accent, donc c'était un peu exotique. Voilà. et donc je me donnais pas de limite en fait. Je me disais de toute façon, je ne peux que réussir parce que de toute façon, je pars de rien. Donc et ensuite, la vision anglo-saxonne de la façon de travailler, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est mon école qui m'a tout appris, je le dis souvent, mais c'est 14 ans chez IBM que j'ai passé, qui m'a permis, en fait, de faire à force de travail, à force d'école interne chez IBM, IBM Global Sales Schools, etc. Mais j'avais un homme qui s'appelle Philippe Jarre, qui était mon patron à l'époque, et qui m'a fait confiance, en fait, qui m'a dit, vas-y, fonce,
Et je t'aiderai pour et donc j'ai à force de travail. Oui, bien sûr, il y a pas de secret, hein. C'est juste le travail qui fait la différence. C'est pas autre chose, hein. Après le travail, mais enfin parfois en entreprise, il y a des femmes qui travaillent comme des chevronnés, mais qui n'y arrivent pas parce qu'il y a des codes qu'elles ne captent pas, qui sont pas les codes de l'école. Donc certes le travail, mais il y a aussi ce qu'on appelle, enfin, j'aime pas le mot la politique. Mais il y a quand même ça. Il y a le networking, il y a le fait de savoir se vendre son travail, et qui peut-être d'un point de vue anglo-saxon est plus naturel qu'en France. Oui, après je pense qu'effectivement c'est le travail, les rencontres, mais il faut pousser la chance, pas hésiter à frapper à la porte, à provoquer, à demander, et peut-être aussi de pas être dupe aussi. De se dire que bien sûr que c'est de la politique, mais c'est du travail en fait. Mais et pas forcément accepter forcément les règles telles qu'elles viennent, hein. On peut aussi écrire d'autres règles, hein. Moi je me souviens, j'étais chez IBM, il y avait le directeur de la communication qui me demande où est mon rendez-vous avec le directeur machin, et donc je regarde sur l'agenda électronique, tout était bien sûr. Et je vois, c'est marqué Room TBC. Donc, Room TBC, en anglais, c'est To Be Confirmed. Et moi, je lui dis, It's in the Room TBC. Il me raccroche au nez. Ah oui. Et donc, je demande à mes collègues, je dis, mais pourquoi il m'a raccroché au nez? Il dit, parce qu'il croyait, parce que. Donc, je suis allée le voir. Ouais. Je lui ai dit, mais vous êtes un directeur de la communication et vous raccrochez au nez de quelqu'un sans... Expliquez-moi, quoi. Et du coup, il m'a donné un job. Intéressant. Donc, il a dit, celle-là, elle est gonflée quand même. Donc quelquefois aussi de pas accepter les règles telles qu'elles sont faites, et de pas être intimidé ou impressionné par des gens qui sont qui ont l'air supérieurs hiérarchiquement parlant, mais qui en fait c'est des humains comme tout le monde. Mais bien sûr. Ouais, complètement. En fait. Tu as passé 14 ans là-bas. À quel moment tu t'es dit que tu devais rentrer en France? Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer? C'est une décision très maternelle. Okay. En fait, IBM pouvait m'envoyer à New York, etc. Et après 14 ans dans un univers anglo-saxon, je me suis dit, pour mon fils, j'avais envie qu'on passe par la case Jacques Brel, Georges Brassens, et qui perde pas cette culture française. Ouais. Et même s'il parlait français, il savait pas lire et écrire en français, puisque il était dans une école anglaise, son papa est anglais, donc je me suis dit à ce moment-là, il avait 11 ans et demi, 11 ans, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, si je rentre pas en France, je le ferai pas plus tard, et après lui, il va vraiment être imbriqué. J'avais envie, je savais pas pour combien de temps, mais j'avais envie de rentrer à ce moment-là. Donc c'est vraiment une décision plus maternelle. Que j'ai démissionné d'IBM, j'ai rendu ma petite voiture de fonction, et je me suis acheté un scooter et j'ai recommencé à zéro, à 40 ans. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, enfin, je veux pas rentrer dans le cliché de choisir sa vie personnelle ou vie pro ou perso, cet équilibre-là qu'on essaye toutes de trouver, hein, et qui est difficile à conjuguer. Toi, t'as fait le choix, du coup, de la vie perso, en tout cas familiale. Est-ce que t'as eu des questionnements autour de ça, des questions par rapport aux gens, enfin, les gens qui te posaient des questions ou bien s'étonnaient? Bien sûr. Et comment tu réagissais à ça? Comme à chaque fois, je veux dire, je me sens pas du tout, je me sens assez libre dans mes choix. Oui, bien sûr, on m'a jugé, on m'a dit, mais comment tu vas rendre une voiture de fonction? À l'époque, c'était une Jaguar, et tu vas t'acheter un scooter. Mais moi, en fait, c'est pas ça qui m'intéressait. C'était pas le confort qui m'intéressait. Même si, bien sûr, c'est super le confort. Et aujourd'hui, j'ai de nouveau le confort. Bien sûr, mais c'était d'entreprendre. C'est ça qui m'a nourri aussi. C'était une décision maternelle, mais qui aussi s'est transformée en créant une entreprise. Parce que quand tu quittais, tu savais ce que tu allais faire? Tu avais une idée tu savais que tu allais entreprendre, ou c'était j'ai démissionné. Okay. Non, j'ai démissionné pour entreprendre et créer la société. OK. Oui. OK. Et cette transition-là, parce que souvent, on est beaucoup, je pense, à avoir quitté de grandes boîtes et de se lancer dans l'entrepreneuriat en étant seul, parce qu'avant on représente une entreprise, donc il y a aussi le statut de l'entreprise. Ça, toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était difficile ou c'était très difficile. Ouais. Très très difficile, extrêmement difficile. Parce qu'en fait, quand t'es dans une entreprise, t'es dragué. Oui, c'est ça. T'es celle qu'on sollicite. Et là, tu passes de l'autre côté où tu sollicites les gens. Et tout d'un coup, tous les amis que tu as eus pendant toutes ces années sont
ne répondent plus au téléphone de la même façon. Donc ça a été très difficile. Et si tu peux donner des conseils, du coup, à celles et ceux qui nous écoutent, qui, justement, passent par ces transitions ou pas, ou qui aimeraient juste se dire, je recommence quelque chose de zéro, je pars from scratch, comment je fais pour revenir à une place que j'avais auparavant? De pas lâcher, si on répond pas au téléphone, on y va en personne, de rien lâcher, en fait. Et de savoir, encore une fois, de pas être dupe, et de jouer de tout ça. C'est une grande pièce de théâtre, finalement. Donc, l'idée, c'est d'avoir envie de réussir pour quelque chose, pour une mission qu'on s'est fixée. Dans sa réussite, d'amener avec soi, pour de vrai, des personnes, et dans son sillage de réussite, de faire en sorte que d'autres réussissent avec son projet. Et du coup, c'est ça qui anime. C'est pas tellement le fait d'avoir un coup de téléphone où on vous refuse. Ça, c'est dur. On se prend des coups tout le temps, sans cesse. C'est en permanence, en fait. Ouais, je sais. Mais ça, c'est pas grave. L'important, c'est de se dire ce qu'on veut, là, on veut arriver. Et oui, bien sûr, il y a plein d'embûches. Mais être entrepreneur, c'est pas simple, hein. C'est un sacerdoce, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de solitude, c'est plein de choses, en fait, qui fait que, mais derrière, c'est de se dire, derrière moi, j'apporte quelque chose à la société. Ouais. C'est ça qui est, parce que sinon on le fait pas. Ouais, clairement. C'est tellement difficile. Ouais, je suis d'accord. Non, mais en fait, moi, je pense qu'il faut quand même juste dire les choses. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus, c'est pas glamour. Non, mais moi, c'est pour ça que je pose ces questions-là. C'est important de le dire, justement, et de pas, parce qu'on le sait, dans les médias, c'est un peu ce mythe on quitte tout du jour au lendemain, on recommence à zéro, puis on a fait un chiffre d'affaires à 6 chiffres, etc. Et en fait, c'est pas si simple. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Exactement. 50% des entreprises en France disparaissent au bout de 2 ans. 2 ans, ouais. Donc oui, c'est difficile. Mais ça vaut la peine. Ouais. Et pour toi, ça vaut la peine, pourquoi? Si tu me dire en un mot, même en une phrase. Ça vaut la peine parce que je pense qu'avec la journée de la femme digitale et le prix Les Margaret, je pense qu'on a changé avec mon équipe la vie de beaucoup de personnes. Et c'est pour ça, je pense que c'est ça en fait. C'est quand on voit une jeune fille ou quand on voit une femme qui brille dans la lumière grâce au prix ou grâce à toutes les actions qu'on mène et qui a grandi et qui a réussi. Pour moi, c'est ça, la vraie. Ouais. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais du coup, tu peux rappeler ce que tu fais avec Margaret et la femme digitale. Oui, donc la journée de la femme digitale, ça existe donc depuis 2013. C'est un événement annuel qui est devenu au fil des années plus qu'un événement annuel, puisqu'on est aussi un cercle de réflexion. On présente des études chaque année pour essayer de comprendre pourquoi les femmes sont sous-représentées dans la technologie, qui n'est pas un secteur, puisque aujourd'hui tout se digitalise, c'est clair. Tout est tech, et de plus en plus de femmes travaillent dans ces métiers où il fait bon vivre et où on est très bien payé, faut quand même le rappeler. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois dans ces métiers-là. Donc, à vos auditeurs, je dis, allez-y, foncez, on n'attend que vous. Ouais, et auditrices d'ailleurs. Et auditrices, bon. Et ensuite, le prix Les Margaret, qui est un prix qui est sous le haut patronage du président de la République française, qui est remis chaque année à des femmes européennes et africaines, des femmes qui se distinguent par leur excellence et leur capacité d'agir et leur capacité à créer des innovations de rupture pour changer le monde en mieux, dans les grandes lignes. Ok, très bien. C'est une grande mission qu'elle s'impose et qu'elle propose en fait. Et donc nous, dans notre prix Les Margaret, on sélectionne donc des femmes dans 3 catégories. Entrepreneurs, intrapreneurs, donc des femmes qui portent des projets de transformation, pas de transformation, mais qui portent des projets digitaux, tech, intelligence artificielle dans les entreprises. Et les juniors, qui sont ces jeunes filles de 7 à 18 ans. Okay. On avait notre petite Inaya Yoga qui était avec Pélissa ce matin à France Télévisions pour briller et pour justement donner envie. Elle, c'est un super projet. On a notre Margaret Junior Afrique aussi qui sera avec nous bientôt en juin.
Donc c'est principalement les choses qu'on fait avec la journée de la femme digitale, mais on a le prix Les Margaret qui permet effectivement de distinguer ces femmes, mais on a aussi d'autres actions et on est surtout, avant tout, un accélérateur de croissance. Ok, chouette. Pour elles. Ouais, pour elles. Trop bien. Et on le fait au travers notre cœur de métier qui est la communication. C'est mon cœur de métier, la com, qui a un pouvoir absolument essentiel et très important. On parle beaucoup de l'investissement, mais bien sûr, pour qu'un investissement réussisse, il faut derrière de la communication. Et c'est ces deux pouvoirs, la com et le financement, qui font qu'aujourd'hui, les entreprises réussissent plus que d'autres, en fait. Ouais, exactement. Donc, nous, derrière, notre rôle, c'est ça. Et puis, on met en relation, bien sûr, avec tous nos partenaires, qui les aident aussi à accélérer en termes de business et à créer, à générer du business et à trouver des nouveaux clients. Et c'est dans tous les domaines? Il n'y a pas de, tech, certes, mais dans tous les bien sûr. Secteurs, il n'y a pas de... Oui, c'est la tech au service d'eux. Donc, on a des Margaret, l'agriculture, Julie Davy-Copin, on a on a aussi Hello Mam qui a créé un fonds d'investissement qui est nigérienne. On a Rebecca Enonchon qui était notre Margaret intrapreneur africaine en 2019, Ariel Kitio qui a fondé Casti pour l'éducation des enfants, Nelly Chatieu-Diop cette année qui est sur la partie financière avec Ejara qui permet en fait de démocratiser l'accès au financement. Voilà, on a des femmes intrapreneurs, entrepreneurs, des juniors, Mélissa Junior, notre Margaret Junior, qui elle a créé une plateforme Imosure pour participer à sécuriser l'immobilier en Afrique. Voilà. Donc on a Xavier Rakowo, notre Margaret de l'année dernière qui a créé de l'année d'avant, pardon. Elles sont toutes Xaviera, elle a créé un robot capable de ramasser des déchets. Un robot intelligent. Génial. Elle a 18 ans, elle est camerounaise. Elle est brillante. C'est des jeunes filles brillantes qui ont juste besoin, en fait, d'un Malébina Tsotsoto d'Afrique du Sud. Elles ont besoin d'un coup de pouce pour accélérer. Et nous, ça, et ces femmes-là, du coup, elles sont aidées en Afrique et en Europe. Il y a aussi des femmes dans le même sillon, ou c'est juste les femmes africaines? Non, c'est les deux. C'est européenne et africaine. Ok, c'est les deux. Ok. Non, parce que l'audience est double, c'est pour ça. Des femmes européennes, Akima Berdouz cette année qui a remporté le prix. Donc elles sont, en fait, à chaque fois, on a dans ces trois catégories, entrepreneurs, intrapreneurs et juniors, on a une Margaret européenne et une Margaret africaine. D'accord. Toujours un binôme, quoi. Toujours, Okay. Et la partie importante aussi, ce qu'on fait avec la JFD, puisqu'on est aussi présent en Afrique, au Gabon, etc., c'est justement de bâtir des ponts entre ces femmes entrepreneurs, de les aider à accélérer leur croissance à l'international, et vice versa. Donc, on est vraiment dans cette idée de travailler ensemble en Europe et en Afrique. Ok, super. Il y a une notion dont je parle beaucoup dans ce podcast, c'est la notion de sweet spot. Donc, le fait de se sentir, d'avoir un point où on est à notre place et où on se sent bien aussi professionnellement que personnellement. J'aimerais te demander en quoi tu te sens à ta place aujourd'hui. Je me sens à ma place pour toutes ces raisons. Pour ces raisons de peut-être les coups de pouce que j'ai pas eu quand j'étais petite où on m'a toujours dit que j'étais nulle. J'ai envie de faire l'inverse, en fait. J'ai envie de leur dire, non, en fait, regardez, on croit en vous et on va vous aider. Donc je me sens à ma place quand j'agis pour qu'elle participe, en fait, aujourd'hui. Le monde ne pourrait pas être dirigé sans l'informatique. C'est un pouvoir énorme. Et il faut que les femmes y participent à cette partie-là aujourd'hui. Si on n'est pas présente dans ce futur qui est notre présent, alors le monde va continuer à aller pas si bien que ça. Et donc c'est ça qu'il faut changer absolument et vite, et qu'on reproduise pas tous ces schémas du passé. Donc je me sens à ma place si je peux agir pour le futur. Ok, hyper intéressant. Je vais passer rapidement sur les questions usuelles du podcast. Tu réponds de manière spontanée, tu développes pas, enfin vraiment c'est comme tu veux. La première c'est
Dans ta vie, généralement, excuse-moi, quelle est ta plus grande peur? Plus grande peur, j'ai le vertige. D'accord. Mais vraiment, enfin, c'est affreux. Ça peut paraître incroyable, j'ai vraiment le vertige. Ah non, mais ça et pourtant, être entrepreneur, c'est sauter, vertigineux. C'est vertigineux et c'est sauter sans parachute. Sans parachute, ouais. Et moi, j'ai le vertige. Mais vraiment, c'est physique. T'as essayé l'hypnose? Non, mais peut-être. Ça marche. Avec des amis qui disaient, ouais, ça marche, ouais. Ouais, ça marche. Donc j'ai peur de ça. J'ai peur du vide. Ok. Intéressant. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es sentie libre pour la première fois? Oh là là. Je me suis sentie libre, pour la première fois. Ouais. Le moment où je me suis sentie le plus libre, c'est quand j'ai décidé d'être entrepreneur. C'est là où j'ai senti que j'étais libre. Parce que je le faisais pour moi, pour mon entreprise. J'allais créer mes codes, j'allais recruter les personnes que je voulais recruter, qui allaient travailler à mes côtés, etc. Donc peut-être que la liberté, je l'ai acquise. Plus accentuée. En devenant entrepreneur. Ok. Quelle est ta plus grande fierté? D'avoir créé des emplois. Ça a été, pour moi, c'est une fierté et une vraie responsabilité. Pour moi, c'est ça le plus important en tant qu'entrepreneur. Et même pour toi dans ta vie personnelle? Oui, pareil. D'être chef d'entreprise, de créer des emplois. Ok. Ça, c'est quelque chose pour moi c'est ma grande fierté. Super. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je les ai pas écoutés. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est peut-être mon conseil que je me suis donné à moi-même, de pas trop écouter les conseils, en fait. C'est de croire en soi. Et d'être son propre conseil, quoi. Ouais. Je pense. Après, il y a des personnes qui vous donnent des petites phrases comme ça dans la vie, sur lesquelles vous revenez plus tard, mais vous vous en rendez pas compte tout de suite. Mais un exemple? Je pense que oui, par exemple, peut-être le meilleur conseil, c'est pas un conseil, mais en tout cas, c'est vrai que quand ma mère m'a dit tu pars à Londres et tu te débrouilles, c'était dur, hein. Je veux dire, j'avais 22 ans où je n'avais pas donné d'argent. Peut-être que c'est peut-être la meilleure chose qu'elle ait faite pour moi, en fait, de pas m'aider. Moi, je fais l'inverse avec mon fils, donc je suis mais peut-être, voilà, justement, de laisser les autres voler par leurs propres ailes. Peut-être c'est ça, peut-être de faire confiance. Ouais. Comme moi, on m'a pas tellement fait confiance, du coup, c'est difficile de faire confiance aux autres. Je vois. Mais ça s'apprend. Et quand on est bien entouré, on grandit. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Qu'est-ce qui serait une vie réussie pour toi, à la fois personnelle et professionnelle? La vraie réussite, c'est de voir les autres réussir. Pour moi, c'est ça la vraie réussite. Mais pour de vrai, en plus. Enfin, je veux dire, je te crois. Pour moi, c'est ça, c'est de voir quelqu'un réussir. Ok. Quand quelqu'un réussit, en plus quand c'est une femme, c'est ça, en fait, la réussite. C'est de se dire que les autres vont réussir aussi, en fait. Parce que réussir seul, en fait, ça n'a pas grand intérêt. C'est aussi, alors, c'est ok. Mais l'important, c'est que les autres grandissent à vos côtés. C'est ça, de vraiment réussir. Parce qu'une réussite personnelle, elle n'a pas grand intérêt. Il faut qu'elle soit plurielle. Pour que les choses se transforment dans le monde. C'est une vision très masculine, que c'est un homme, Elon Musk, ou un Steve Jobs. Nous, on a cette vision qui est très différente, les femmes. C'est il nous faut plein d'Elon Musk, il faut plein de Margaret. Il en faut plein des femmes pour que ça change. Et c'est pour ça que c'est important que la réussite d'une femme est une bonne nouvelle pour les autres femmes. Et ça, il faut vraiment se le dire. Et vrai, une question qui me vient spontanément. Est-ce que tu crois en la sororité? Je pense que oui. C'est pas une croyance, c'est une certitude. Ok. Bien sûr. Je sais pas, il y a des gens qui sont pas. Mais bien sûr. Okay. Oui, on est toutes sœurs. Ouais. Je veux dire, si c'est important. Si on n'y arrive pas, l'autre n'y arrivera pas. Donc c'est essentiel. C'est
c'est pas d'y croire, c'est de le faire, c'est d'agir en étant, même si c'est dur, on est dur au travail, il faut des résultats, etc. Mais derrière, on le fait pour une raison unique, c'est que on le fait tout. Je sais pas si c'est le bon mot, mais tout le monde dit ce mot bienveillance. Mais il est important en même temps. Bien sûr. Je crois si on amène tout quelque chose sur la table de positif, alors tout sera positif. Oui, bien sûr, la sororité, en tout cas, et de participer à cette notion de réussite commune fera que les choses changeront. Et arrêteront cette vision holistique, un dieu, qui était une femme d'ailleurs, d'origine, quand même qu'on se le dise, et que ce soit plein de façons différentes, plein de réussites, plein de projets différents. Super clair. Est-ce que tu as un livre, un documentaire, une ressource à nous partager qui t'a inspiré un jour et que tu aimerais nous partager pour que ça nous inspire aussi de... Alors j'avais lu le livre Une vie de Simone Veil, qui m'avait qui m'avait énormément touchée en fait. Et ça, c'est vrai que c'est un livre que j'ai, qui m'a beaucoup touchée. Olympe de Gouges, bien sûr, notre grande modèle à toutes, qui quand même a écrit bien avant tout le monde sur ces sujets-là. Et puis c'est vrai que Simone de Beauvoir et toutes j'aime beaucoup cette phrase, je la dis souvent, mais c'est vrai que j'aime bien. Elle disait n'oubliez jamais qu'il faudra une crise politique, une crise financière, une crise religieuse pour que les femmes reculent. Soyez vigilantes toute votre vie. Et je pense qu'il faut qu'on le soit vigilant toute notre vie, parce que là, avec ce qui nous attend de cette révolution de l'intelligence artificielle, si on n'est pas au rendez-vous, alors les choses peuvent vraiment basculer pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait beaucoup plus de femmes dans la tech. Ouais, parce que j'avais vu justement un article là-dessus que l'IA justement ne reproduit les inégalités et donc a un biais fort en fait. L'IA n'existe que par la création de ce que les hommes et les femmes vont lui apporter. Donc si elle est nourrie que par la créativité d'un homme, un homme est biaisé, mais comme une femme est biaisée. Bien sûr. Le biais est naturel. C'est pour ça qu'il faut toujours arriver à contrebalancer. Super. Est-ce que tu as un mot à ajouter, une question que je t'ai pas posée, à laquelle tu aurais voulu répondre, ou même un message que tu aimerais partager dans cette riche conversation que j'ai eue avec toi? Non, peut-être de dire aux auditrices, et aux éditeurs, n'ayez pas peur. C'est Margaret Hamilton qui nous disait ça. N'ayez pas peur. Et c'est vrai qu'il faut même pas peur en fait. Même pas peur, la peur du vide. Mais même pas peur de rien, en fait. Qu'est-ce qui peut nous arriver? À part tomber, mais... Bon, même pas peur, du coup, on fera un saut en parachute, bien sûr. On relance. Parachute, peut-être pas, mais... c'était une blague. Non, mais peut-être, mais bon. Peut-être un jour, hein. Oui, peut-être. Super. Écoute, je te remercie et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.